lointain, mais qu'il est déjà à l'œuvre dans certaines institutions existantes, et qu'il s'agit aujourd'hui d'étendre cette logique, mettre en sécurité sociale non seulement les soins, mais plus largement tous les moyens de production, notamment l'alimentation. Et donc c'est de ces perspectives, c'est de cette sécurité sociale des moyens de production et de ce qu'elle change dans notre manière de penser le travail, le salaire, la démocratie et la propriété, que c'est de tout ça dont vous allez nous parler ce soir. Merci d'être là et je vous laisse présenter un peu plus largement vos travaux. Merci beaucoup, merci à vous. Oui, associer le mot sécurité sociale et le mot production, c'est pas courant parce qu'en général, on associe sécurité sociale à solvabilisation d'un malade, solvabilisation d'un retraité, solvabilisation d'un parent, solvabilisation d'un chômeur, pour prendre les 4 branches de la sécurité sociale, famille, santé, vieillesse et chômage. Donc on n'associe pas sécurité sociale et production en général, on associe sécurité sociale et consommation. Et c'est tout à fait cohérent avec la lecture capitaliste de la production. La production, c'est une affaire de prêteurs, d'entrepreneurs, d'investisseurs, d'opérateurs de marché, enfin des acteurs qui sont posés comme essentiels. Et puis les travailleurs, c'est un coût défini par les besoins dont ils sont porteurs. Ce sont des êtres de besoin, les travailleurs, ceux qui sont actifs dans la production, c'est encore une fois le prêteur, l'entrepreneur, l'employeur, l'investisseur, l'opérateur de marché. Les travailleurs, c'est un coût et qui a besoin de pouvoir d'achat. Le salaire est défini comme du pouvoir d'achat. Les travailleurs sont des êtres de besoin. C'est pas des créateurs. Les créateurs, c'est les 4 acteurs capitalistes dont je viens de parler. Et donc, le salaire, c'est du pouvoir d'achat, comme le dit un mot classique. Et la partie socialisée du salaire, la sécurité sociale, c'est du pouvoir d'achat pour des chômeurs, des parents, des malades ou des retraités. Bon, voilà une lecture qui est une lecture absolument non conforme à l'histoire de l'institution. C'est une lecture qu'on va qualifier de révisionniste. De fait, l'institution se crée sur initiative patronale pour l'essentiel entre 1880 et 1940, dans cette optique-là, du salaire comme pouvoir d'achat pour des êtres de besoin. Mais, et l'institution phare, en 1945, ce sont les allocations familiales. Les allocations familiales, c'est le cœur de la sécurité sociale, telle qu'elle s'est construite, encore une fois, au cours du début du XXe siècle. En 1945, la sécurité sociale est omniprésente. Ce n'est pas du tout une création de 1945 comme le prétend le frauduleux 80e anniversaire de la Sécu fêté l'an dernier. Il y a plus de 1000 caisses de sécurité sociale en 1945. Vous avez, pour gérer les cotisations et les prestations, vous avez 70 000 salariés dans ces caisses. Enfin, c'est une institution omniprésente en 1945, mais qui de fait correspond à cette lecture capitaliste du travailleur, être de besoin, dont il faut solvabiliser telle ou telle situation. Le cœur, c'est les allocations familiales. 55% des prestations à l'époque, c'est les allocations familiales. Et les allocations familiales, c'est un sursalaire familial que l'on ne peut toucher que si l'on est sur son poste de travail. Si quelqu'un qui est chargé de famille, un homme ou une femme chargée de famille, mais qui serait en arrêt maladie ou même
au chômage ou en retraite ou en invalidité n'a pas droit aux allocations familiales. Il faut être sur son poste de travail. Nous sommes dans le salaire capitaliste, c'est-à-dire la contrepartie d'un acte de subordination qui est déjà posé. C'est le résultat d'une subordination. Et donc, si on n'est pas en situation de subordination, on n'a pas droit au salaire. Et y compris, on n'a pas droit donc aux allocations familiales, à cette partie socialisée du salaire. Et de même, les retraites, c'est pas considéré comme du salaire, c'est un différé de cotisation. C'est jusqu'en 1946, la retraite, qui encore une fois existe, tout ça existe, rien n'est créé en 1945, c'est j'ai cotisé, j'ai droit. J'ai droit à une pension à la mesure de mes cotisations. C'est du revenu différé. Dès lors que je ne suis pas dans la subordination d'un emploi, je n'ai pas droit au salaire, j'ai droit au différé d'une partie de mon salaire que je n'ai pas consommé. Et j'ai le droit de récupérer à travers les cotisations des actifs actuels ce que j'ai mis au pot commun quand j'étais moi-même actif, ce qu'on appelle la solidarité intergénérationnelle. Tout ça, nous sommes dans la logique capitaliste. Cette sécurité sociale tout à fait cohérente avec la logique capitaliste, donc en soi, la Sécu, ça n'a rien d'anticapitaliste, c'est pas la Sécu, je ne suis pas un défenseur de la Sécu du tout. Cette sécurité sociale va être subvertie complètement en 1946. Vous avez une subversion en 1946, c'est pour ça que le seul anniversaire intéressant, c'est 1946. Et pourquoi est-ce qu'il y a cette emphase sur 1945 ? C'est pour éviter de célébrer 1946, bien sûr. 1946, la subversion de 1946 est complètement passée sous silence derrière un 1945 totalement fantasmé. L'histoire, c'est aussi un récit évidemment aliénant. Sortir de cette aliénation, ça suppose effectivement de bien voir ce qui se passe en 1946. Le cœur de la sécurité sociale patronale, mise en place donc au cours de la première moitié du XXe siècle, les allocations familiales vont être complètement subverties. Nous avions un salaire résultat d'un acte de subordination. Et Croizat, donc le ministre communiste du Travail et de la Sécurité sociale, dans une loi d'août 1946, supprime, plus exactement, supprime le lien entre présence sur son poste de travail et allocation familiale. Il n'y a pas besoin d'être présent sur son poste de travail, ça devient un salaire des parents. C'est un salaire, c'est 225 heures par mois de l'ouvrier spécialisé de la métallurgie de la région parisienne. Il y a encore des zones de salaire, donc métallurgie de la région parisienne. C'est-à-dire que les parents sont davantage payés que les OS. Les OS ne faisaient pas 225 heures par mois. Ils ne faisaient pas les 1500 heures actuelles, mais ils ne faisaient pas non plus 3000 heures. Donc, dès 1947, d'ailleurs, quand on regarde les statistiques sur le salaire des familles ouvrières qui ont en moyenne 3 enfants, la moitié du salaire, c'est les allocations familiales. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas du tout lié à un acte de subordination, qui est un attribut de la personne. Les parents, en tant que parents, ont droit à du salaire. On sort le salaire de la reconnaissance d'une subordination et on pose les parents comme des travailleurs ayant droit au salaire, avec une augmentation des allocations familiales au même rythme que le taux horaire. Les OS ne seront mensualisés qu'en 68, ils sont payés à l'heure jusqu'en 68. À chaque fois que le taux horaire dans la convention collective de la métallurgie augmente, les allocations familiales augmentent d'autant. C'est un salaire des parents. Quant à la retraite, Croizat change également totalement son sens, puisque jusque-là, c'était j'ai cotisé, j'ai droit. La retraite comme un différé d'une partie de son salaire qu'on n'a pas consommé et qu'on récupère à travers les cotisations des actifs actuels.
Non, Croizat supprime toute mention des cotisations dans le calcul de la pension. On ne tient plus du tout compte des cotisations dans le calcul de la pension à partir de 1946. Croizat transpose dans le régime général, qui est un régime donc des salariés du privé, le régime général c'est pour les salariés du privé, la situation des fonctionnaires, qui va être mise dans la loi en octobre 1946 par un autre ministre communiste, Thorez, qui légifère enfin sur le statut de la fonction publique, enfin parce que ça fait depuis 150 ans que les fonctionnaires se battent, et qui pose le salaire dans la fonction publique, c'est ce qui définit un fonctionnaire, le salaire comme un attribut de la personne. Ce n'est pas du tout lié à son contrat de travail. D'ailleurs, un fonctionnaire n'a pas de contrat de travail. Moi, je n'ai jamais eu de contrat de travail comme fonctionnaire. Il n'a pas d'employeur. Donc, quand on parle d'État employeur, ça fait partie du révisionnisme intellectuel dans lequel nous baignons. D'accord ? L'État n'est pas un employeur, précisément. Ce n'est pas son contrat de travail qui décide du salaire, ce n'est pas son poste de travail qui décide du salaire. C'est un attribut de sa personne, il a un grade. Alors le mot est militaire parce que tout ça est né au XIXe siècle à partir des officiers de marine, donc on a conservé ce mot militaire pour définir la qualification personnelle du fonctionnaire. Un fonctionnaire est payé non pas pour ce qu'il fait, non pas pour la qualification de son poste, ça c'est les conventions collectives dans le privé qui ont créé ça, qui est déjà d'ailleurs anticapitaliste en soi, mais il est payé pour une qualification dont il est porteur lui-même. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chômage dans la fonction publique et qu'un fonctionnaire est payé jusqu'à sa mort. Il n'y a pas de cotisation, par exemple dans la fonction publique d'État, il n'y a pas de caisse de retraite. Il y a une fiction sur le salaire, la feuille de salaire d'un fonctionnaire d'État, il y a une fiction qui s'appelle cotisation pour la pension civile, mais ce qui ne génère aucun flux, il n'y a pas de caisse, c'est le Trésor public qui continue à payer les fonctionnaires jusqu'à leur mort parce qu'un fonctionnaire est titulaire de son salaire. Le salaire n'est pas la contrepartie d'un acte de subordination. Le salaire, c'est un attribut politique de la personne. C'est pour ça que pendant le confinement, les fonctionnaires, quoi qu'ils aient fait, ont conservé 100% de leur salaire. Là, nous sommes donc dans une subversion complète de la logique capitaliste. Le travailleur n'est pas un être de besoin qui a droit à du pouvoir d'achat pour faire l'acte ou correspondant à l'acte de subordination qu'il est en train de faire. Là, on entre dans une toute autre logique qui dénoue complètement le salaire de la subordination pour en faire un attribut de la personne. Et Croizat, donc, transpose ce statut de la fonction publique dans le privé, dans le régime général, aujourd'hui encore. Aucun compte n'est tenu des cotisations dans le calcul des pensions, absolument aucun. La pension, c'est la poursuite d'un salaire de référence, comme dans la fonction publique, où la pension, c'est la poursuite du salaire des 6 meilleurs mois, qui sont les 6 derniers mois. Et en matière de santé, la subversion sera plus tardive, elle n'intervient pas tout de suite, dès 1946, elle va intervenir dans la foulée de 1946, elle intervient à partir de la fin des années 50, où là la subversion est encore plus intéressante, parce qu'elle va concerner l'avance monétaire. Toute production suppose une avance monétaire, et dans le capitalisme, cette avance monétaire, c'est le crédit. Si bien que non seulement les travailleurs ne sont dotés de pouvoir d'achat qu'à la mesure de l'acte de subordination qu'ils posent, mais en plus, avant même de produire la valeur, alors que c'est eux qui vont la produire, ils sont endettés. Il y a un endettement préalable à tout acte de production. Et l'endettement, c'est une source évidente de la servitude, bien sûr. Et donc, le capitalisme procède par avance du crédit pour ce qui est une nécessité dans la production, l'avance monétaire. Or là, ce qui va être tout à fait spectaculaire, c'est que la production de soins, et là on rentre dans la production, ce n'est pas le statut du producteur, là c'est le changement du statut du producteur,
C'est ce qu'on observe en 1946 avec le salaire comme attribut de la personne et non pas comme contrepartie d'un acte de subordination. Là, c'est l'activité de production elle-même qui se trouve subvertie par la suppression de l'endettement. L'avance monétaire, ça va être l'avance des salaires. Je m'explique brièvement. Le taux de cotisation à la sécurité sociale prise globalement, donc qui excède la santé, puisqu'il y a encore une fois, il y a famille, vieillesse et chômage à partir de la fin des années 50. Le taux de cotisation double à la libération, il passe de 16% à 33%. Au numérateur, vous avez cotisation salariée et cotisation employeur, et le dénominateur salaire brut du salarié, c'est ce qu'on appelle un taux de cotisation. Le taux de cotisation passe de 16 à 33%, déjà, ça c'est fort important, bien sûr, mais ce taux stagne dans les années 50, la droite revient au pouvoir, enfin, etc., le taux stagne, et puis, moyennant d'énormes revendications, des relations absolument considérables des années 50, 60, 70, ce taux va passer de 33% du salaire brut à 53% du salaire brut au début des années 80. Vous avez donc une massive socialisation du salaire entre la fin des années 50 et le début des années 80. D'ailleurs, 53%, ça va être l'acmé. Depuis, le taux de cotisation a baissé. Il était remplacé par l'impôt, la CSG, les cotisations patronales supprimées, remplacées par une dotation budgétaire, enfin, etc. Mais ce moment absolument central où le taux de cotisation passe de 33 à 53% du brut fait que les caisses sont très richement dotées et l'assurance maladie, très richement dotée, va pouvoir contribuer, alors pas en totalité, mais contribuer à l'avance monétaire nécessaire à la construction des CHU. Les CHU, c'est du début des années 60. Il faut voir ce que c'est que la mise en sécurité sociale de la production de soins dans les années 60. Nous partons de zéro. Années 50, l'hôpital, c'est rien, puisque jusqu'en 1941, l'hôpital est réservé aux indigents. Dès lors que vous êtes solvable, vous n'avez pas le droit d'aller à l'hôpital. Imaginez que le niveau de technicité des soins accordés à ces indigents n'est pas bien élevé. Quant aux soins ambulatoires, ils ne sont pas remboursés, parce que le syndicalisme des infirmiers libéraux, des kinés, des médecins libéraux se construit dans les années 30, c'est là que le syndicalisme de ces professionnels se construit, pour refuser le conventionnement avec l'assurance maladie de 1928. Vous avez une loi sur l'assurance maladie en 1928, enfin sur les assurances sociales, qui inclut vieillesse et maladie. Et pour éviter le conventionnement, le syndicalisme de ces professions se construit au nom de la liberté tarifaire, parce que le conventionnement suppose le respect d'une nomenclature d'actes et d'un tarif des actes, ce que ne veulent pas ces professionnels qui veulent conserver une liberté tarifaire, et donc du coup les soins ambulatoires ne sont pas remboursés. Alors pas remboursés, ça veut dire réserver une petite clientèle et donc très peu présent. Donc nous partons quasiment de zéro à la fin des années 50, et au début des années 80, on va être pour des dizaines d'années au premier rang mondial. Alors je n'hypostase pas les rangs mondiaux, ça peut être tout à fait ne pas avoir grand sens, mais c'est quand même une signification sur une mutation énorme. Et cette mutation qui suppose, dans les années 60, il se transforme ou il se construit un établissement de soins par jour. Donc vous voyez quand même l'investissement absolument énorme que ça suppose. Aucun appel au marché des capitaux, absolument aucun. Aucun partenariat public-privé. Alors, un appel au budget de l'État, mais à l'époque, la Banque centrale avance aux États. Nous sommes avant Maastricht, avant l'Union européenne, qui a interdit à la Banque centrale d'avancer aux États, c'est interdit. Donc, au bout du compte, c'est une création monétaire qui avance avec une dette, mais une dette qui est
une abstraction. La dette de l'État vis-à-vis de la Banque centrale, c'est une abstraction. Donc pratiquement sans logique d'endettement. Aujourd'hui, les États ne peuvent pas avoir accédé à la monnaie de la Banque centrale. Il faut qu'ils passent par le marché des capitaux. Et là, ils empruntent, du coup. C'est pour ça qu'ensuite, on va pouvoir nous faire toutes des liturgies sur la dette. D'accord. Bon. Donc, vous allez avoir une avance monétaire par le budget de l'État, mais qui, à l'époque, avait tout autre sens qu'aujourd'hui. C'est une avance monétaire qui, au bout du compte, n'exige pas de remboursement. Et puis, donc, toute une partie de l'avance monétaire se fait par la Caisse d'assurance maladie, qui subventionne la création des CHU, la transformation des hospices en hôpitaux locaux, la création des maternités, enfin, etc., etc. C'est-à-dire qu'elle avance les salaires des ouvriers, des ingénieurs qui construisent aussi bien les immeubles que les outils du soin. Et quand on réfléchit, donc du coup, les professionnels qui ensuite vont utiliser ces outils ne sont pas endettés. Ils travaillent, les soignants travaillent pour soigner, ce qui est quand même assez intéressant. Ils ne travaillent pas pour rembourser la dette de l'hôpital comme aujourd'hui, où ils ont perdu tout pouvoir sur leur travail. C'est les gestionnaires qui ont pris le pouvoir et qui imposent des protocoles à la place de la clinique, enfin, etc., parce qu'il faut rembourser l'énorme déficit de l'hôpital. Là, on invente de toutes pièces une production, et une production importante, c'est 10% du PIB. On invente une production sans dette des travailleurs. Sans dette, une production dans laquelle ce qu'on avance, c'est les salaires. Et si on réfléchit un tout petit peu, ça paraît le plus cohérent. Pour produire de la richesse, il faut du travail et des autres qu'humains. Ce qu'on appelle la nature, enfin c'est un concept dont il va falloir qu'on se débarrasse, je suppose, mais produire de la richesse, c'est-à-dire, je ne sais pas quoi, des tonnes de patates, des logiciels, enfin, etc. Il faut à la fois du travail des humains, et puis une activité des autres qu'humains. Mais pour produire de la valeur, qui va être dans le PIB, il ne faut que du travail. Pour qu'il travaille, il faut qu'il y ait des travailleurs. Et pour qu'il y ait des travailleurs, il faut du salaire. C'est tout à fait cohérent de faire du salaire l'avance nécessaire à la production. Du salaire, un préalable à la production et non pas un résultat de la production. Là, vous avez une subversion totale du capitalisme. Lorsque on libère, vous voyez, on libère les travailleurs, du contrat comme condition de leur salaire, ça c'est ce que j'ai vu en 1946, et de la dette vis-à-vis de prêteurs, ça c'est ce qui se passe dans les années 60. Et ces travailleurs de l'hôpital vont être eux-mêmes fonctionnaires, c'est-à-dire titulaires de leur salaire. Donc à la fois les salaires sont avancés et les travailleurs, les soignants sont titulaires de leur salaire. C'est, vous voyez, la sécurité sociale telle qu'elle est subvertie entre 1946 et les années 60-70, la sécurité sociale, c'est une forme pas simplement non capitaliste de production. C'est une forme... Alors, est-ce qu'elle est communiste ? Dans un certain sens, oui, parce que les personnes deviennent titulaires de leur salaire. Le salaire n'est pas la contrepartie d'un acte de subordination, c'est une qualité de la personne, c'est un droit de la personne elle-même. Maintenant, pour qu'il y ait communiste, il ne suffit pas que c'est une condition nécessaire, ça. Je termine mon petit topo initial. Si tu regardes l'heure, ça va, je suis dans les temps. Ça. Bon, d'accord.
Parce que à quoi bon avoir un salaire comme attribut de la personne, à quoi bon être libéré de l'endettement si c'est pour continuer à faire le travail de merde que l'on fait, qui nous mène à la catastrophe écologique annoncée, enfin, etc. etc. S'il n'y a pas changement du travail, il n'y a pas communisme. Le communisme suppose, libère les travailleurs de l'endettement et du contrat de travail, de la dépendance à un contrat de travail, mais à condition que ce soit au service d'un autre travail, bien sûr. Sinon, on est dans le socialisme. C'est ce qu'ont fait l'URSS, etc. C'est-à-dire le même surplomb sur les travailleurs, la même absence de décision des travailleurs et la même merde écologique et anthropologique que dans le capitalisme. Le socialisme n'a absolument rien apporté de neuf. Quant au travail, c'est la même calamité. Socialisme et capitalisme sont des cousins germains. Et le communisme, ça suppose que, évidemment, les conquis en matière de salaire comme avance monétaire, d'une part, non remboursable, et comme, ne devant pas être remboursé, et comme droit de la personne, d'autre part, soit au service d'un autre travail, évidemment, qui a deux caractéristiques pour être communiste. Un travail qui construit la commune humanité. Le capitalisme, comme le socialisme, organise des inégalités de travailleurs. Pour pouvoir avoir la main sur les travailleurs, il s'agit d'organiser leurs inégalités, puisque capitalisme comme socialisme sont dans une position, la classe dirigeante est dans une position de surplomb. Les travailleurs ne décident pas. C'est l'apport essentiel de Marx. Marx ne définit pas le capitalisme d'abord comme une société d'exploitation dans laquelle une classe dirigeante ponctionne une partie de la valeur produite par les dominés. Ça, toute société de classe, le féodalisme aussi, les sociétés religieuses font ça évidemment. Ce qui est propre au capitalisme, c'est ce qu'il appelle la subsomption réelle du travail, c'est que la production tautologique de la valeur, qui va définir le capitalisme, suppose que la classe dirigeante s'empare même du contenu du travail, qu'elle décide du contenu du travail. Les seigneurs féodaux, ils ponctionnaient une partie de la valeur, mais ils ne s'emmerdaient pas à gérer le travail des paysans. Les paysans restaient maîtres de leur travail. Dans le capitalisme, les travailleurs ne sont plus maîtres de leur travail. Ce qui définit le capitalisme, c'est la dépossession du travail. Alors ensuite, le management, y compris quand vous enseignez ici éventuellement, va essayer de faire semblant et de convaincre des travailleurs complètement dépossédés du travail que c'est eux qui décident. Enfin, tout ça, c'est de la blague, on le sait bien. Et peut-être pas quand on sort de l'école, mais une fois qu'on a bossé pendant 10 ans, on sait très bien que c'est de la blague, tout ça. Mais le socialisme fait exactement la même chose. Nous sommes dans la même dépossession du travail. Donc il y a communisme que lorsque les travailleurs eux-mêmes deviennent les initiateurs du travail, et ça suppose de construire à la fois une commune humanité, de lutter contre tout ce qui divise les humains, et donc ça suppose un tout autre partage international des travaux, surtout dans un pays colonial et impérialiste comme le nôtre. Nous avons assis les droits salariaux sur une extorsion incroyable de valeur des pays du Sud. Donc, construire une humanité commune dans laquelle tous les humains ont les mêmes droits, ça suppose de tous autres accords commerciaux, un tout autre partage des tâches, ça suppose une toute autre fabrication de l'IA sans travail de clic au Nigeria, etc., etc. Donc là, il y a de quoi faire. Et c'est un chantier magnifique au demeurant, que de construire une production fondée sur l'égalité de tous les humains. Et puis la deuxième caractéristique d'un travail communiste, c'est que c'est un co-engendrement avec les autres qu'humains. Ce n'est pas le surplomb vis-à-vis de la nature, qui devient une ressource, d'accord, toute cette instrumentation des autres qu'humains qui nous mène à une catastrophe écologique et anthropologique. Tout ça est lié, absolu. Ça suppose un co-engendrement. Et
la condition nécessaire pour qu'il y ait capacité à construire une humanité commune et à co-engendrer notre monde avec les autres qu'humains et non pas à les utiliser comme des instruments, c'est bien sûr que le salaire devienne un droit politique, c'est qu'on soit libéré de l'endettement. Bien sûr, ce sont des conditions nécessaires. Et c'est déjà très bien qu'on ait pu le mettre en place. Mais mettre en sécurité sociale toutes les productions comme on a su le mettre le soin, ça suppose que le changement, enfin la suppression de l'endettement d'une part, et le salaire comme droit politique de la personne d'autre part, soit mis au service d'une toute autre division internationale du travail. Il va bien falloir réimplanter de l'extraction de minerais sur le territoire national. Non pas simplement pour avoir une autonomie, pas ça, mais c'est pour qu'on arrête de déverser à la fois le polluant et les conditions de travail lamentables sur des pays du Sud, pour que nous construisions une humanité commune, et puis pour que nous sortions du surplomb vis-à-vis de ce qu'on appelle la nature. Et là, ça suppose, enfin, c'est un chantier inouï, passionnant, les apprentissages pour co-engendrer le monde avec les autres qu'humains, c'est absolument magnifique comme projet. Merci pour ce développement sur vos idées autour de la mise en sécurité sociale de toutes les productions. Première question, comment faire en sorte vous montrez que la sécurité sociale des soins a pu être en partie récupérée par la contre-révolution capitaliste du travail depuis les années 80. Notamment, vous avez aussi expliqué que le taux de cotisation avait stagné, voire il y a beaucoup de le faire baisser depuis plusieurs décennies. Quelle garantie, comment on peut faire en sorte, si on instaure une sécurité sociale sur les autres productions, notamment par exemple l'alimentation, comment on fait en sorte que cette institution-là ne devienne pas à son tour un simple amortisseur du système existant et qu'elle se fasse peu à peu vider de sa substance? Alors, vous avez parlé de contre-révolution capitaliste du travail, ce qui est un terme qui me paraît beaucoup plus juste que néolibéralisme. Un néolibéralisme, c'est un concept fumeux qui ne veut rien dire et qui nous empêche de lire la réalité. Effectivement, à partir des années 80, et la gauche va être partie prenante de cette affaire, d'où sa disparition aujourd'hui comme gauche, s'opère une contre-révolution capitaliste, c'est-à-dire que le salaire comme droit politique, les allocations familiales comme salaire des parents, le statut de la fonction publique, etc., la suppression de l'endettement par une avance, soit par la Banque centrale, d'une monnaie qui n'a pas besoin d'être remboursée, soit par une avance, par une caisse de sécurité sociale d'une monnaie qui, là encore, n'a pas besoin d'être remboursée. Tout ça va être évidemment combattu avec une fermeté absolue et pas du tout défendu. C'est ça la question. C'est ça qu'il faut réfléchir. Moi, ça m'a beaucoup frappé. Lorsque Rocard, par exemple, crée la CSG, il l'a créée pour les allocations familiales. Et il va définir les parents comme appauvris par un coût de l'enfant. C'est comme ça qu'on va définir les parents. Notez tout de suite que quand on veut entamer une contre-révolution capitaliste du travail, il faut commencer par poser les gens à qui on va casser la gueule comme des victimes, d'accord ? La victimisation. Donc les parents sont victimes du coût de l'enfant. Et on va être solidaire. On va être solidaire par un impôt de solidarité, la CSG. On va quand même pas continuer à payer les parents. Ça n'a pas de sens. Les parents, ils travaillent pas.
sont pas dans la subordination, mais ils ne travaillent pas. Ils sont utiles, mais ils ne sont pas productifs. On ne va quand même pas les payer, on ne va pas continuer à les payer. Ça n'a pas de sens. En revanche, ils sont victimes. On va être solidaires de victimes. Dès que vous entendez ça, c'est une petite chanson capitaliste. Solidarité avec des victimes, là nous sommes au cœur du capitalisme. Dès qu'on vous invite à être solidaire, fuyez. Enfin, si vous êtes anticapitaliste, vous avez le droit d'être capitaliste, je m'en fous éperdument. Mais je veux dire que pour ceux qui le sont et qui ne le sont pas, faites attention. Dès que l'on victimise une catégorie de population, c'est qu'on va lui casser la gueule. Et donc, la CSG va être inventée par Rocard. Ensuite, vous avez Simone Veil qui va la mettre pour le minimum vieillesse, puis Jospin qui va supprimer les cotisations salariées à l'assurance maladie pour le remplacer par la CSG, et puis Macron qui va supprimer la cotisation salariée au chômage pour le remplacer par la CSG. Donc là, nous avons effectivement une suppression du caractère salarial pour en faire un dispositif de ce qu'on appelle le premier pilier des ressources, un pilier de solidarité. Alors, on a tous droit, en tant qu'humains, à une solidarité, et c'est la CSG qui l'exprime. Contre-révolution capitaliste du travail, contre laquelle absolument personne ne va se lever. Mon métier, c'est de faire des archives. Je ne vois rien en 91 qui recuse la CSG au nom du droit au salaire des parents. Personne. Donc pour moi, l'échec est d'abord lié à des questions idéologiques, à mon avis. C'est-à-dire le fait que nous avons tellement intégré que le salaire, c'est le résultat d'une subordination. Nous avons tellement intégré que travailler, c'est mettre en valeur du capital, que poser les parents comme non productifs et n'ayant pas droit à du salaire, oui, c'est normal. Les poser comme victimes du coût de l'enfant, c'est parfait, bravo. Et là, on va applaudir à de la solidarité. Ça, c'est la première attaque. Mais vous voyez que cette attaque qui va se traduire jusqu'au projet de revenu de base, d'accord ? Un projet de distribuer à tous 700 balles. En gros, c'est autour de 700 balles que les préconisations, c'est entre les 450, les 500 balles actuelles du RSA, les 550 balles, et puis ça va parfois jusqu'à 1000 balles, ça dépend un peu de ceux qui proposent le truc, mais enfin, en gros, on est autour de 700 balles. Là, comme un revenu déconnecté de toute activité de production liée à la personne, d'ailleurs perçue dès la naissance éventuellement, et c'est ce que, en langage de l'Union européenne, on appelle le premier pilier. Le premier pilier, on va inventer, dans cette logique-là, va s'inventer des termes de prestations contributives et de prestations non contributives. C'est des termes qui n'existaient pas jusque-là. On va appeler non contributif, justement, ce qui ne correspond pas à un acte de subordination ou à une prestation préalable. Et on va dire que tout le monde a droit à une partie non contributive pour satisfaire des besoins qui ne sont pas liés au travail, enfin des machins comme ça, ou des besoins liés à la solidarité vis-à-vis de défaillances quelconques. Et le deuxième pilier de la contre-révolution capitaliste du travail, le premier pilier, c'est donc la CSG et tout ce qu'on appelle des prestations non contributives. Et puis le deuxième pilier, c'est les prestations contributives, précisément. C'est-à-dire le retour au salaire capitaliste. Je n'ai droit à ressources qu'à condition d'avoir posé tel acte. Il faut une contribution. Le salaire, c'est une rémunération. Donc
Donc là, c'est vraiment contre tous les conquis de 46, etc. Là, nous sommes vraiment dans une contre-révolution capitaliste du travail. Et ça va se traduire par la promotion des régimes complémentaires de retraite, par la promotion des régimes complémentaires d'assurance maladie. On va appeler, là aussi c'est du vocabulaire qui apparaît tout d'un coup, on va appeler assurance maladie obligatoire, assurance maladie complémentaire, AMO, AMC. Je ne sais pas si vous avez eu à utiliser ce genre de vocabulaire, mais c'est un vocabulaire des années 90, qui n'existait pas du tout avant. Les mutuelles, ce n'était pas de l'assurance maladie, c'était un adversaire de l'assurance maladie. On ne peut pas ça assurance maladie. Vous voyez, la mutuelle, c'est j'ai cotisé, j'ai droit, ça va? J'ai des droits à la mesure de ma cotisation. Voilà, nous sommes dans le contributif. Alors ça, c'est bon, vous voyez, parce que ça nous remet dans la logique capitaliste. J'ai droit à ressources à la mesure de ma contribution. Et lorsque Jospin supprime la cotisation salariée à l'assurance maladie pour la transformer en CSG, ça s'accompagne d'une thèse nouvelle sur les soins. Il y a deux types de soins. Il y a le panier de soins. Le panier de soins qui sont des soins vraiment soit très lourds, soit obligatoires. Et là, il n'y a pas besoin de contribution, c'est un droit. Et ça doit être financé par un impôt de solidarité. Voyez. Et puis vous avez le reste des soins. Écoutez, vous avez un accident en faisant du ski, vous n'avez qu'à pas faire de ski, arrêtez de nous emmerder avec votre truc, cotisez, et puis ça va être remboursé. D'accord ? Là, nous sommes dans le contributif. Et toute la suppression de la cotisation salariée à l'assurance maladie, sous Jospin, s'accompagne en même temps d'une promotion de l'assurance maladie complémentaire. Ça, c'est Rocard qui avait commencé. C'est Evin, la loi Evin, qui en 89 pose les mutuelles comme une assurance maladie complémentaire. Et donc, on remplace le droit au salaire par le droit au salaire conquis comme droit de la personne, par un droit de différer mes cotisations. Voilà, j'ai cotisé, j'ai le droit de récupérer à travers les prestations de santé dont je bénéficie. C'est toutes les prestations dites contributives qui montent en puissance considérable depuis les années 90. En matière de retraite, même topo. La cotisation retraite est partiellement salariée et partiellement supprimée au bénéfice de la CSG par Simone Veil, qui crée le fonds de solidarité vieillesse. Encore une fois, dès que vous tentez le mot de solidarité, nous sommes en plein capitalisme, bien sûr. Les capitalistes adorent les pauvres, avec lesquels être solidaires, mais ils détestent les travailleurs comme titulaires de droits, bien sûr. Et vous avez une montée en puissance du régime complémentaire de retraite. Le régime complémentaire de retraite, qui naît dès 1947. En 1947, vous avez une riposte patronale majeure à l'initiative de 1946. 1946 va être contesté, évidemment, dès le départ. Et en 1947, le patronat crée la GIRC. La GIRC, c'est j'ai cotisé, j'ai droit, précisément. C'est-à-dire... un retraité, ce n'est pas quelqu'un qui a droit à la poursuite de son salaire. Ce n'est pas un travailleur. Il n'a pas droit à la poursuite de son salaire libéré du contrat de travail, comme attribut de sa personne. Pas du tout. Un retraité, c'est un ancien travailleur qui a droit de récupérer, à travers les cotisations des actifs actuels, ce qu'il a mis lui-même au pot commun quand il était actif. Il n'a pas dépensé tout son salaire, il en a mis au pot commun, mais il a droit à la solidarité intergénérationnelle. Là encore, nous sommes dans la même logique. Et la pension, donc, plus aucune référence à un salaire quelconque. La pension, c'est la somme de mes cotisations de carrière qui est transformée en pension. C'est un différé. Ce n'est pas un salaire continué, c'est un revenu différé. C'est-à-dire que l'acte révolutionnaire posé par Croizat en 1946 est complètement mis en cause.
n'appelons pas ça néolibéralisme, encore une fois, c'est une façon de ne pas comprendre rien du tout à quoi que ce soit. Tout ça, c'est un concept de merde, d'accord. Posons-le pour ce qu'il est, contre-révolution capitaliste du travail, remettre le travail dans le carcan de la subordination, et donc le salaire dans le carcan de la subordination, et transformer le conquis des années 46, des 20 ou 30 années qui suivent la libération, en un retour au salaire capitaliste, c'est-à-dire la rétribution d'un acte préalable de subordination. Et donc aujourd'hui, par exemple, quand on regarde les pensions liquidées au cours des 10 dernières années, le régime complémentaire représente le tiers de la pension. Le G cotisé, G droit représente le tiers de la pension. Alors que dans la somme des pensions, dans les 340 milliards des pensions actuelles, du fait de l'initiative communiste de 1946, d'accord, qui subvertit le G cotisé, G droit capitaliste, les 2 tiers, les 3 quarts, je veux dire, des pensions sont encore calculées sans tenir aucun compte des cotisations. Aujourd'hui encore, les 3 quarts. 250 milliards sur les 340. Mais ça, c'est dans le stock des pensions. Mais quand on regarde les pensions les plus récentes, le G cotisé, G droit est en train d'augmenter massivement. C'est ça la contre-révolution capitaliste du travail. Mais faute d'être analysé comme tel, il n'y a aucune bagarre contre ça. Moi, je n'ai vu aucune bagarre depuis 1987, où Séguin commence ce qu'on appelle la réforme des retraites, qui est périodique depuis maintenant 1987. Je n'ai vu aucune bagarre au nom du droit au salaire des retraités. Je m'en occupe. Des bagarres sur le pouvoir d'achat des retraités, sur des machins comme ça, qui ne sont pas illégitimes. Mais nous sommes aveugles sur les conquis révolutionnaires. C'est cette cécité qui, moi, m'interroge. Merci pour cette réponse. Vous nous avez expliqué que le communisme se différencie du socialisme parce que s'oppose. Pardon. Ça différencie pas. Au socialisme. De réalité absolument contradictoire. Parce que donc, le travailleur reprend possession de son travail et peut a de nouveau un pouvoir et un droit de décision sur son travail. Donc comment est-ce que vous envisagez ces prises de décision, des prises de décision démocratiques dans le monde du travail, dans les productions, à quelle échelle, avec quels moyens Alors, vous avez, oui très bien, pour les échelles et moyens, c'est quand même 2 choses fondamentales. Alors, de fait, si on prend par exemple les services publics et la fonction publique, commençons par ceux-là, parce que c'est là qu'il y a le plus de moyens, parce que le statut des travailleurs, dans la mesure où les travailleurs sont titulaires de leur salaire, ils ont plus de possibilités de prendre possession du contenu de leur travail. Non, il y a une première condition préalable, c'est que nous situions la liberté dans le travail et non pas dans le hors-travail. Qu'on arrête de parler de temps libre identifié au temps hors-travail. Si vous identifiez la liberté hors travail, c'est que vous avez complètement naturalisé ce que le capitalisme fait du travail, ce que le capitalisme et le socialisme font du travail. C'est-à-dire une activité dont les travailleurs sont dépossédés du contenu. Alors, du contenu en tant que travail abstrait, c'est-à-dire qu'est-ce qui vaut, c'est quoi qui a valeur. Ça, c'est la définition de ce qui vaut. Là, nous sommes dans le travail comme abstrait, comme créateur de valeur. C'est-à-dire, donc, qu'est-ce qui vaut? Donc, qu'est-ce qu'on va produire? Sur quoi allons-nous faire ce co-engendrement avec les autres humains? Ça, aucune décision par les travailleurs eux-mêmes. Où, donc là c'est l'implantation territoriale
des équipements nécessaires à la production. Évidemment, aucune décision par les travailleurs eux-mêmes, dans le socialisme comme dans le capitalisme. Là, on est dans le travail abstrait, travail concret, c'est-à-dire comment je co-engendre avec les autres qu'humains le monde. Là aussi, aucune décision par les travailleurs eux-mêmes. Encore une fois, vous avez les entreprises libérées, vous avez tout un discours managérial, mais qui correspond à rien de concret en réalité. On amuse les travailleurs en faisant croire qu'ils décident, mais fondamentalement, ils ne décident de rien. Ou alors, ils décident, mais dans l'illusion. Vous avez des tas de... Ça, parmi vous aussi, certainement, des gens qui décident de ce qu'ils font. Mais ils inscrivent leur activité dans une chaîne internationale de valeurs, comme on dit, le mot est excellent, chaîne de valeurs. Réfléchissons au mot chaîne, d'accord ? Et cette chaîne de valeurs, je prenais l'exemple de l'IA, vous pouvez être très libre comme développeur informatique, oui. Sauf que vous êtes dans une chaîne de valeurs qui fait que vous allez contribuer à l'armement d'Israël pour coloniser et faire le génocide à Gaza. Alors, vous ne voulez pas le savoir, bon, d'accord, vous ne voulez pas le savoir. Mais vous le faites. Et ce n'est pas vous qui en décidez. Vous êtes même contre, complètement. Pourtant, votre travail contribue à cela. Ou bien alors, vous êtes développeur informatique, mais alors ça toujours dans l'IA, mais alors ça suppose le travail du clic de gens qui sont souvent ingénieurs d'ailleurs au Nigeria, payés à la nanoseconde pour faire le clic et entraîner l'IA. Mais moi je suis un segment, puis je suis content parce que je fais ce que je veux. Quand est-ce qu'on va arrêter ça? Quand est-ce qu'on va construire l'humanité commune? Quand est-ce qu'on va arrêter d'accepter d'être le segment d'une chaîne de production dont nous ne savons pas les tenants et aboutissants? Vous voyez, ça suppose d'énormes apprentissages collectifs. C'est pour ça que le travail est infini. Parce que nous habitons une planète finie, le travail est infini. Comme apprentissage du co-engendrement avec les autres qu'humains dans une humanité commune, vous imaginez faire de l'alimentation en co-engendrant avec le blé et les mouches, et non pas en les instrumentant pour les tuer, en prétendant faire de la vie par la mort, ce qui est le cœur de l'agrobusiness. Ça va supposer des apprentissages inouïs. Ça suppose une complète bifurcation de la science, de la technologie et de l'organisation. Enfin, c'est un chantier magnifique. Donc pour moi, l'obstacle, il est d'abord dans notre adhésion à l'aliénation. Voilà. Super, merci beaucoup pour votre réponse. Y compris chez ceux qui estiment qu'ils sont libres. On va pouvoir passer aux questions du public. Alors, on n'a pas de micro à vous passer, donc il va falloir forcer un peu sur la voix. Est-ce que... Comment ? Il marche pas très bien le micro. Oui. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Questions, objections, témoignages, enfin tout ce que vous voulez, bien sûr. Oui. Moi, j'ai été un peu étonné d'entendre la manière dont vous semblez mettre dos à dos le socialisme et le capitalisme, dans le sens où le travailleur est dépossédé, et aliéné dans les deux cas, est dépossédé du produit de son travail. Et vous semblez les mettre dos à dos d'une manière qui serait un peu décorée du contexte, et notamment vous avez insisté sur le rapport à la division internationale du travail et à l'impérialisme. Et vous ne semblez pas prendre en compte dans cette opposition, dans ce fait de vraiment
les rapprocher. Le rapport tout à fait différent à l'international et aux autres pays et au communisme en général. Je ne sais pas ce que vous avez à dire là-dessus. Ben, si vous voulez, le socialisme va remplacer le marché par la planification. Il va remplacer l'entreprise privée par l'entreprise publique. Il va remplacer le crédit privé par le crédit public. Il va remplacer le chômage par le plein emploi. Et ces institutions sont aussi aliénantes que les institutions capitalistes. Aussi aliénantes. C'est ça le point. C'est pas parce qu'une entreprise privée devient publique que les travailleurs de l'entreprise deviennent souverains. C'est pas parce que le crédit privé devient du crédit public que les travailleurs sont libérés. Au contraire, ils restent endettés. Ah oui, mais c'est un bon prêteur. Parce que le prêteur public. Vous croyez au bon prêteur, vous? C'est le prêt qu'il faut supprimer. C'est l'idée même du prêt. Et en s'appuyant sur le déjà là des 10 points de PIB qui ont été construits précisément sans prêt, d'accord, par des travailleurs libérés de l'endettement. Le socialisme ne libère pas du tout de l'endettement. Le socialisme, si vous passez du chômage au plein emploi, mais vous ne changez pas du tout la domination sur le travailleur. Plein emploi, ça veut dire plein d'employeurs. Plein emploi, ça veut dire un salaire qui est lié au contrat de travail. Dès lors que le salaire est lié au contrat de travail, évidemment que vous allez fermer votre gueule. Vous n'allez pas décider dans l'entreprise, contre sa direction, si votre salaire dépend du contrat que vous avez passé avec cette entreprise. Donc le plein emploi est aussi aliénant que le chômage. Et même le chômage, au moins, il permet à des gens de faire un tour du monde pendant 1 an, des choses comme ça. De ce point de vue-là, c'est plutôt positif. Hein. Parce qu'il déconnecte précisément le salaire de l'emploi. C'est pour ça qu'il est tellement combattu, le chômage, fondamentalement, par nos dirigeants. Qu'est-ce qui fait le socialisme? C'est de la haute fonction publique. C'est un parti d'avant-garde. C'est-à-dire des gens c'est des sachants. Je vous renvoie à la thèse d'Aurélien Gabriel Cohen sur la façon dont l'agronomie, les ingénieurs agronomes ont disqualifié tous les savoirs paysans entre les années 20 et 60, d'accord, pour imposer l'agrobusiness à partir des années 60, d'accord. On disqualifie. Bon, ces sachants-là, ils sont en surplomb vis-à-vis des travailleurs. Vous n'avez toujours pas, les paysans n'ont pas de maîtrise de leur travail, d'accord. Donc, le socialisme, en aucun cas, ne nous fait sortir de l'aliénation du travail. Là, vous avez les travaux de Jacques Bidet qui sont intéressants de ce point de vue-là. Hein. Jacques Bidet, alors le titre du bouquin est un petit peu repoussant, ça s'appelle « Écologie politique du commun du peuple ». Bon, une fois qu'on a passé le titre, et puis la première lecture, parce qu'on ne comprend rien à la première lecture, mais une fois qu'on passe à la seconde lecture, c'est un ouvrage tout à fait remarquable qui nous montre comment il y a 2 segments de la classe dirigeante. Il y a les capitalistes qui sont mus par le profit, et puis alors, ce qu'il appelle les compétents, bon le mot vaut ce qu'il vaut, qui sont mus par la puissance. Et ces 2 groupes qui sont en compétition, fondamentalement d'accord les uns avec les autres, d'accord, mais en compétition, on peut lire la compétition socialisme-capitalisme là-dedans. Vous avez des sachants, un parti d'avant-garde. Vous ne pouvez pas comprendre le gaullisme, par exemple, sans cette double dimension de la classe dirigeante, d'accord? Les grands travaux qui ont abouti à la catastrophe écologique autour de Montpellier, d'accord? Les grands travaux d'assèchement des marais entre Montpellier et Marseille, disons, hein, sous De Gaulle. Ce pas des capitalistes qui ont voulu ça, c'est des hauts fonctionnaires, c'est des sachants.
Alors certes, le capital ensuite récupère tout ce qu'il peut récupérer, mais l'initiative n'est pas là. L'initiative, c'est la puissance. Je ne sais pas quoi, les essais atomiques au Sahara, c'est pas l'objectif sous De Gaulle, n'est pas le capitalisme, c'est la puissance, d'accord. Vous voyez, en aucun cas le socialisme n'est une antichambre du communisme, hein, c'est son contraire. Or, la gauche française est socialiste. Hein. Moi je suis au Parti communiste, c'est un parti socialiste, bien sûr, hein, totalement socialiste. Et LFI, c'est un parti socialiste. Hein. Le NPA, c'est un parti... Je ne parle pas évidemment des socialistes qui sont, eux, c'est des hommes de droite déguisés en hommes de gauche, ça c'est autre chose. Mais disons la gauche de gauche, comme on dit, elle est socialiste, elle n'est pas communiste. Hein. Elle préconise, par exemple, prenez en termes de situation des personnes, la proposition LFI, État employeur en dernier ressort, pour que chacun ait une continuité du salaire entre 18 ans et 60 ans, d'accord, âge de la retraite, dit-on dans ces projets, pour que chacun il faut qu'il y ait une continuité du contrat de travail. Donc, s'il n'a pas de contrat avec un employeur, une collectivité publique va devoir lui fournir un contrat. Mais vous voyez que vous faites toujours dépendre le salaire du contrat. Alors que tout le conquis de 1946, c'est de libérer le droit du salaire du droit au contrat, de ne plus les confondre. C'est de poser le salaire comme un attribut de la personne et non pas comme quelque chose lié au contrat de travail. Le Parti communiste, c'est sécurité, emploi, formation. Quelqu'un qui n'a pas de contrat de travail, il va avoir un contrat de formation avec maintien de son salaire. Mais vous voyez, il faut un contrat. Alors que tout le conquis de 1946, c'est d'avoir libéré le salaire du contrat, aussi bien pour les allocations familiales que pour la retraite, que pour la fonction publique. Hein. Vous voyez, mais pour moi, c'est la cécité sur ces conquis qui font qu'ils ne sont pas promus. Hein. C'est ça le point. Le pôle public de crédit que propose la gauche, nous sommes dans la même aliénation des travailleurs. Ils vont être aliénés vis-à-vis d'un créditeur. De toute façon, il y aura un prêteur. Et prétendre que le prêteur, parce qu'il est public, est bon, enfin, c'est piétiner tout l'enseignement du XXe siècle. Bien sûr que non, qu'un prêteur public n'est pas meilleur qu'un prêteur privé. Donc vous voyez, c'est cette espèce de entreprise publique, entreprise privée, même topo, vous voyez. Alors, donc, en aucun cas le socialisme ne peut être une alternative au capitalisme, ce sont des cousins, tout cela. Il y a un conflit, disons, entre puissants, volonté de puissance et profit, d'accord, entre des compétents et des capitalistes, comme dirait Bidet. Mais pour que le mouvement communiste continue à s'exprimer, encore faut-il que nous mettions la liberté là où elle doit être, c'est-à-dire dans le travail. Encore faut-il que nous sortions de l'idée que le travail, c'est un mauvais moment à passer, dont il faut se libérer, et qu'on travaille pour ne plus avoir à travailler, enfin, de poser la retraite comme un moment de liberté, enfin, tout ça, quoi. Tout ça fait partie de l'aliénation. Merci pour cette réponse. Alors, qui veut poser une question? Beaucoup de gens. Vas-y. Vous avez dit, c'est vrai que vous avez vu très peu de lutte pour le soutien, par exemple, du salaire aux retraités et pour le maintien de la sécurité sociale et des acquis de 1946. Mais ça fait quand même un certain temps que vous avez identifié ces problèmes-là, que vous communiquez dessus. Il y a des choses qui se sont montées avec le réseau salariat, etc. Récemment, il y a quelque temps, j'avais entendu parler pas mal d'initiatives de sécurité sociale de l'alimentation, par exemple à Montpellier, des choses qui se lançaient. Est-ce que vous avez le sentiment que cette lutte, elle commence à se construire, qu'elle commence à exister, ou est-ce qu'il manque vraiment quelque chose? Là, vous parliez des partis politiques, donc on pourrait discuter de leur pertinence, on va dire, pour changer les choses, mais est-ce que ce qui manque, c'est le relais dans un parti politique ou dans un syndicat, je ne sais pas. Est-ce que vous avez l'impression que cette lutte, elle commence quand même à se créer?
Alors, négativement, ce qui est extrêmement intéressant, et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez aujourd'hui une atteinte dans le capitalisme même aux libertés publiques, hein, ce qui n'était pas... Marx, encore une fois, le gros intérêt de l'analyse de Marx, hein, c'est qu'il déplace le lieu du pouvoir. Hein. Dans le capitalisme, le lieu du pouvoir, ce n'est pas la sphère politique, ça c'est le lieu où le pouvoir se met en scène. Le lieu du pouvoir, c'est le despotisme de fabrique. C'est comme ça qu'il l'appelle. Le despotisme de fabrique, c'est le fait que le travail ne fasse pas l'objet d'une délibération politique. Le travail n'appartient pas aux citoyens. Dès lors qu'il y a despotisme de fabrique, mais la classe dirigeante adore le débat démocratique, au contraire. Elle adore l'affrontement droite-gauche, etc. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la classe dirigeante est en train de porter une atteinte permanente aux libertés publiques, en train de criminaliser toute mobilisation, etc., etc. C'est parce que précisément, alors le despotisme des fabriques existe toujours, mais, et ça c'est une réalité nouvelle des 50 dernières années, il n'y a plus d'adhésion majoritaire au contenu du travail tel qu'il est proposé. Quand vous regardez les enquêtes auprès des cadres dans les années 70, ils sont éperdument amoureux de leur entreprise et de ce qu'ils font. D'accord ? Aujourd'hui, les enquêtes montrent un cynisme total. Ils n'y croient pas, fondamentalement. Alors, ils empochent leur salaire, ça d'accord, mais ils n'y croient pas. Et vous avez aujourd'hui une désaffection considérable pour des raisons à la fois écologiques et anthropologiques. Hein. C'est-à-dire qu'on voit bien que le toujours plus capitaliste tel qu'il est formulé, moi je suis pour un toujours plus communiste, hein. Je suis pas contre le toujours plus. Hein. Le communiste c'est un infini du travail. Hein. Si nous voulons encore une fois construire une humanité commune et faire du co-engendrement avec les autres humains, le chantier est infini. Mais le toujours plus capitaliste n'entraîne plus l'adhésion aujourd'hui. Alors ça se manifeste, donc du coup, comme le dit Marx, hein, le fondement du pouvoir de la classe dirigeante dans le capitalisme, c'est pas l'argent. Si vous piquez des sous au capital, il n'aime pas beaucoup, mais enfin il s'en fout fondamentalement. Hein. Le fondement, c'est pour ça que tous les projets de redistribution fiscale, tout ça c'est du flan. Hein. Le cœur du pouvoir, dans la mesure où la classe dirigeante ne peut produire de valeur pour la valeur qu'en s'appropriant le contenu du travail, et avec l'IA, c'est juste que nos affects qui vont être contrôlés. Jusqu'à nos affects. On va être complètement mis, instrumentés au service d'un travail que nous aurons l'illusion éventuellement de décider, mais dans lequel nous ne déciderons de rien, sauf du détail. Donc la classe dirigeante devient particulièrement hargneuse quand son pouvoir sur le travail devient contesté. Alors pour le moment négativement, c'est-à-dire je souffre au travail. J'ai aimé mon boulot, mais j'aime plus le boulot que je fais, enfin, etc., etc. Bon, c'est négatif, ça ne suppose, c'est pas suffisant pour mobiliser, mais le fait qu'il n'y ait plus adhésion, c'est quand même déjà extrêmement important. Et d'autre part, et c'est toujours à la fois positif et négatif, ça se traduit par de la dissidence. Hein. Vous avez, je sais pas quoi, il y a eu beaucoup de buzz autour de vos collègues de Paris Agritech qui, le jour de la distribution des diplômes, ont dit on ne fera pas la merde pour laquelle on a été formé, etc. etc. Donc mais ça, nous sommes dans la dissidence. Hein. Et cette dissidence, elle est fondamentale. Hein. Elle est très nombreuse. Hein. Il y a énormément aujourd'hui de dissidents qui ne veulent pas produire de merde pour le capital et qui entendent bien mettre leur activité au service de leur déontologie.
toute personne qui entend travailler selon cette déontologie est communiste. C'est le cœur du communisme. Ne travailler que selon cette déontologie. Donc, pour le moment, disons que la sortie de la folie capitaliste ou de la folie socialiste, enfin de ces deux folies cousines, elle n'est pas encore armée. Elle est à la fois négative dans la non-adhésion. Et c'est pour ça que vous avez du management qui essaye de susciter de l'adhésion partout par des procédés divers et variés, plutôt cons d'ailleurs, mais enfin. Et puis, enfin enseignés en tout cas dans les écoles d'ingénieurs. Et puis la deuxième chose, c'est la dissidence qui, là encore, si elle reste marginale, va servir de caution, la logique dominante. La dissidence, c'est très bien. Encore une fois, moi je salue tous les dissidents, ce sont des communistes. Mais s'ils restent marginaux, ils vont servir de caution. Si vous faites de l'énergie renouvelable au fond de votre jardin, Areva s'en fout éperdument. D'accord ? Au contraire, ça sert de caution à Areva en disant « Oh, ben vous pouvez toujours trouver un truc. » voyez. Bon. Donc tout l'enjeu, et ça relève effectivement d'organisation collective, et là je vais botter en touche parce que j'y connais rien. Moi je ne suis pas du tout spécialiste de la sociologie des organisations, et ça suppose effectivement de passer à l'échelle macro, ça c'est clair, que les dissidences deviennent macro-sociales. Alors vous avez des possibilités, en particulier dans les secteurs publics, dans la fonction publique. Le statut de la fonction publique a été construit, c'est comme cela d'ailleurs que les fonctionnaires l'ont préconisé jusqu'à la loi de 1946 qui enfin légifère ce statut, c'est pour pouvoir résister aux ordres qu'ils estiment non conformes au bien commun. Le fait d'être titulaire de son salaire, et pas que ça, dans la fonction publique, vous avez, le fait que les fonctionnaires sont titulaires de leur salaire, c'est pour ça qu'ils ont conservé 100% de leur salaire pendant le confinement, parce qu'ils sont titulaires de leur salaire. Mais deuxièmement, il y a ce qu'on appelle les comités techniques paritaires, où là, les fonctionnaires et les directions, les fonctionnaires à travers leurs syndicats et les directions, se réunissent régulièrement pour délibérer sur le contenu même du travail. Sauf que ces comités techniques paritaires, qui sont au cœur de la revendication de statut au XXe siècle et de la loi de 1946, ont disparu quasiment de fait. De Gaulle les rend facultatifs en 1959 et pratiquement ils ont disparu. Donc, mais là encore on se heurte. Nous avons des professionnels qui ont un statut qui, utilisé collectivement, leur permettrait de décider du travail. Pourquoi ça ne se fait pas ? Parce qu'ils aspirent à la retraite, parce qu'ils aspirent à une réduction du temps de travail, parce qu'ils pensent que c'est dans le hors-travail qu'ils trouveront la liberté, parce qu'ils ont intériorisé le fait que le travail, c'est ce qu'on apprend en microéconomie en première année, pour devenir con. Un peu de microéconomie, ça aide. Le travail, c'est une désutilité. Il y a une préférence pour le loisir. Si vous avez fait 5 minutes de micro, vous n'avez pas pu échapper à ce genre de bourde anthropologique. Et c'est comme ça que l'on entretient une religion capitaliste. Pour moi, les questions idéologiques, elles sont quand même très centrales. Il y a une question d'organisation, ça c'est clair, et je botte en touche parce que j'y connais rien, mais il y a aussi une question de sortir d'une acceptation que le travail, c'est un moment qu'on passe pour ne plus avoir à travailler. Et de poser le travail comme le lieu par excellence de notre liberté. Merci pour la réponse. On va prendre probablement encore une dernière question. Ah, il y avait plusieurs doigts pourtant entre eux. Ouais, Enfin, on est un peu juste niveau temps, donc niveau timing, sauf si vous avez beaucoup de temps pour... Ah, mais, oui, allez-y peut-être. Je me demandais si vous pouvez nous parler de votre vision d'un monde, un monde qui vous donnerait envie. Vous avez parlé par exemple de peut-être une fonction agricole
Alors vous avez un très beau roman de science-fiction là-dessus, parce que je ne suis pas un bon imaginateur de ce qui est... Enfin, si, je peux vous dire aussi ce que je désire, bien sûr, je ne vais pas me dérober, mais je vous renvoie à Utopia, de Camille Le Boulanger. C'est en poche maintenant, c'est en GU. C'est de la SF non réactionnaire, c'est intéressant. Et ça ne se situe pas sur la planète Mars en 3500 quand Arnaud nous y aura conduit, etc. Non, c'est dans un pays du type France en 2035, mettons, où chacun a un salaire comme droit politique, pas chacun, chaque majeur. Hein, c'est pas un être, c'est pas en tant que... Oui, le salaire, c'est un droit qui exprime une responsabilité. Les droits n'ont de sens qu'au service d'une responsabilité. Et donc, le salaire, c'est le droit qui me rend responsable de la décision sur la production. Donc, à 18 ans, chacun devient titulaire d'un salaire. Chacun est à 18 ans ou à l'âge de la majorité politique. Si c'est 16 ans, c'est 16 ans. Mais je n'ai pas de compétences non plus là-dessus. Mais je vous exprime en même temps, effectivement, mon rêve. C'est qu'à 18 ans, chacun devient titulaire. Et bien, enfin, je termine avec Le Boulanger. Il montre comment le fait que nous soyons titulaires d'un salaire comme droit politique, ça apaise incroyablement et nos activités. Ça ne les diminue pas du tout, mais ça les sort de la fébrilité et ça apaise les rapports sociaux, en fait, etc. Bon, ça c'est. Je vous renvoie à ce bouquin, Utopia. Oui, moi, je rêve d'un enrichissement de la citoyenneté. Aujourd'hui, la citoyenneté, c'est le droit de vote et le droit d'ester en justice, le droit de passer des contrats, le droit d'avoir un compte chèque, enfin des choses comme ça. Bon. Encore une fois, pour la raison que Marx analyse, c'est-à-dire que le lieu du pouvoir, c'est le travail, la citoyenneté exclut le travail. Et exclut le pouvoir sur le travail. Et il faut faire du travail le cœur de la politique. Le travail, entendu ce que j'ai dit. Le travail comme co-engendrement avec les autres qu'humains. Ce qui suppose un tout autre rapport que le rapport de surplomb vis-à-vis d'autres qu'humains que l'on instrumente. Encore une fois, ça suppose des mutations scientifiques, technologiques et organisationnelles considérables. Enrichir la souveraineté, la citoyenneté d'une souveraineté sur le travail, ça suppose qu'à 18 ans, chacun devienne titulaire du salaire. Alors, à réseau salarial, on réfléchit en soi. Si c'est un droit de citoyenneté, le salaire devrait être unique. Même salaire pour tous, de 18 ans à la mort. Sauf que notre niveau de socialisation aujourd'hui n'est pas tel que, si nous sommes titulaires du salaire, nous allons organiser notre trajectoire de sorte que les besoins sociaux soient assumés. On aura peut-être, je ne sais pas quoi, 500 000 journalistes sportifs et puis 10 éboueurs. Donc il faut un instrument, disons, monétaire, pas que monétaire, mais entre autres monétaire. C'est pour ça que le communisme, ce n'est pas la suppression de la monnaie. Un instrument d'orientation des trajectoires professionnelles et que ceux qui choisiraient des métiers pas spontanément choisis, mais absolument indispensables aux besoins sociaux, montraient en qualification plus rapidement. Mais vous voyez que c'est une inversion de la hiérarchie des salaires. C'est les métiers les moins demandés qui sont les mieux payés au bout du compte, alors que dans la hiérarchie des salaires actuels, c'est l'inverse. Donc une hiérarchie de 1 à 3. Bon, alors pourquoi est-ce qu'on préconise de 1 à 3 ? Parce que le rapport interdécile,
c'est-à-dire les 10%, le salaire moyen des 10% les moins payés comparé au salaire moyen des 10% les mieux payés, d'accord? Le rapport interdécile, il est de 2,5 dans la fonction publique et de 3 dans les conventions collectives les mieux négociées. Bon, nous, on préconise que ce rapport interdécile devienne le rapport tout court, qu'il n'y ait pas de salaire supérieur à 3 fois plus que le salaire minimum. Et on préconise donc un salaire qui va du salaire revendiqué aujourd'hui comme salaire minimum, 1 800 € net, d'accord, jusqu'à 5 000 €. Voilà, on préconise un salaire. Donc chacun à 18 ans devient titulaire, quel que soit son passé scolaire, son handicap, sa nationalité, dès lors qu'il réside sur le territoire, devient titulaire des 1 800 € du salaire minimum revendiqué, avec la possibilité, jusqu'à sa mort, moi, depuis 16 ans, je ne peux plus grimper en salaire, je suis absolument indigné, d'accord, jusqu'à sa mort, qu'il puisse monter en qualification, mais dans la limite de 5 000 € maximum. Bon. Ça, c'est le premier droit. Comment on finance? Ben, vous savez, c'est très facile. Multiplier les 50 millions de plus de 18 ans que nous sommes. Nous sommes 50 millions. Par un salaire moyen qui serait le salaire moyen actuel. Je l'arrondis à 3 000 €. C'est un peu moins de 3 000 €. Le salaire médian, c'est 1 800 €, mais le salaire moyen, c'est 2007-2008. Que tous les plus de 18 ans aient en moyenne un salaire de 3 000 € mensuel, net. Ça fait 36 000 fois 50 millions, ça fait 1 800 milliards. 1 800 milliards, c'est le revenu disponible actuel. Quand vous prenez le PIB, c'est-à-dire les bénéfices des travailleurs indépendants, plus les salaires, moins les impôts, plus les prestations sociales, 1 800 milliards. Donc, dès aujourd'hui, le revenu disponible dans un pays qui en produit 2 700 milliards, d'accord, le revenu disponible permet d'assurer un salaire moyen de 3 000 € pour tous les résidents de plus de 18 ans sur le territoire de leur naissance, de leurs 18 ans à leur mort. Ça, c'est le premier droit pour rendre possible, dès lors que vous êtes titulaire d'un salaire, à condition que vous ayez mis la liberté. Encore une fois, ce n'est pas le cas dominant aujourd'hui. On considère que le travail, ce n'est pas le lieu de la liberté. C'est ça qui est dramatique pour moi. Mais si vous considérez que c'est le travail, c'est le lieu où vous vous exprimez en tant que membre de l'espèce humaine, d'accord, parce que comme espèce humaine, nous sommes une espèce vivante parmi d'autres. On sait maintenant que les arbres, les loutres, tout ça, ont un rapport à leur environnement qui est tout à fait intéressant, passionnant, comme nous. Sauf que, et on ne se distingue pas des espèces vivantes de ce point de vue-là, sauf que notre rapport réflexif, aussi bien aux autres qu'humains qu'aux autres que vivants, est sans commune mesure avec les autres espèces vivantes. On a donc une responsabilité d'espèce humaine. Et cette responsabilité d'espèce humaine, c'est ce travail infini, précisément, dès lors que la planète est finie. Et donc le lieu de la liberté, le lieu où nous exprimons en tant que membres de l'espèce humaine, c'est le travail. On va appeler travail l'activité, non pas qui met en valeur du capital, d'accord, ou qui est au service de la puissance d'un parti d'avant-garde, d'accord, mais on va appeler travail le co-engendrement du monde avec les autres qu'humains. Pour que la citoyenneté en son cœur devienne les droits qui rendent possible notre responsabilité des espèces humaines, il faut, qu'on soit titulaire d'un salaire, ça c'est clair, non pas comme pouvoir d'achat capitaliste, d'accord, le capitalisme nous console par la consommation de notre absence de pouvoir sur l'essentiel de la production, non pas comme pouvoir d'achat, mais comme pouvoir tout court, le salaire comme pouvoir, à condition que nous aimions la liberté, encore une fois, ça c'est la grande question, aimons-nous la liberté au travail. Deuxième droit nécessaire, la propriété d'usage de l'outil. Bien sûr, il faut que nous soyons propriétaires d'usage de l'outil, que nous décidions collectivement. Ce n'est pas une propriété individuelle, bien sûr, mais une propriété d'usage de l'outil
Donc à 18 ans, chacun a un deuxième droit qui est la propriété. Là, nous sommes au niveau microéconomique, d'accord, la propriété de l'outil. Un outil, il a deux dimensions, hein. Ça sert et ça vaut, hein. Il a une dimension d'usage, il a une dimension patrimoniale. Donc il y a deux dimensions de la propriété. Propriété d'usage, propriété patrimoniale. Les travaux sur les coopératives montrent qu'il n'est pas bon qu'elles soient mélangées. Que ce soit le collectif de travail, qui doit être évidemment propriétaire d'usage de l'outil, le collectif de travail doit être propriétaire d'usage, soit également propriétaire patrimonial de l'outil. Pourquoi? Parce que ce collectif de travail peut avoir une durée de vie plus faible que l'outil. Il peut ne pas avoir conscience de l'importance territoriale de l'outil qu'il utilise. Il peut en faire un mésusage, après tout. Il peut... et le communisme, ce n'est pas une société sans obligation ni sanction. Il faut donc qu'il y ait un propriétaire patrimonial qui puisse remplacer un collectif par un autre, si un collectif a été défaillant. Qui va être propriétaire patrimonial? Les citoyens, bien sûr. Ça ne peut pas être une propriété par, je ne sais pas quoi... Une propriété, c'est une propriété évidemment non lucrative, hein. La propriété lucrative disparaît, hein. La propriété qui nous permet d'avoir des sous en tant que propriété, sûrement pas, hein. Mais la propriété patrimoniale, ça fait partie aussi des droits de citoyenneté. C'est-à-dire qu'à 18 ans, on devient propriétaire d'usage de tout outil de travail que l'on aura et propriétaire patrimonial des outils du territoire dont on sera membre de l'assemblée territoriale. Vous voyez, la propriété patrimoniale des outils dépendra d'assemblée territoriale. Parce qu'il y a une logique territoriale de l'outil et il faut une assemblée territoriale. Deuxième droit, là on est au niveau microéconomique et puis au niveau macroéconomique, la création monétaire. Hein. La création monétaire doit devenir un lieu central de la citoyenneté. C'est aux citoyens de décider de la création monétaire. Alors à quelle échelle? À l'échelle pertinente, hein. Sûrement pas de la crypto-monnaie, ça c'est encore autre chose, mais à l'échelle pertinente sûrement pas par une banque centrale, hein. Nous sommes là dans le surplomb, d'accord, hein. Il s'agit au contraire d'en finir avec le surplomb, hein. Il s'agit de poser notre capacité à être responsable, hein. C'est ça le cœur du communisme. Quels autres droits macroéconomiques? Tout ce qui est notre inscription dans le partage international des travaux. Et ça, c'est énorme. Encore une fois, comment est-ce que nous situons la production sur le territoire national en rapport avec les productions à l'international? Comment est-ce que nous situons dans le partage international des travaux? Ça, c'est aussi une décision qui nous échappe totalement aujourd'hui, qui doit devenir le cœur de la citoyenneté si nous voulons construire une humanité commune. Est-ce qu'on continue, nous, à avoir le segment conception de la production en laissant réalisation au sud, enfin, etc., ou pas? Est-ce qu'on sort de cette affaire, d'accord? Est-ce que nous laissons l'extraction au pays du sud et que nous, on fait autre chose? Vous voyez, ça, c'est des décisions qui doivent être au cœur de la citoyenneté à 18 ans, hein, enrichir la citoyenneté. Voilà le rêve, si vous voulez, dont je suis porteur, hein, enrichir la citoyenneté de ces trois droits. Et c'est pas du tout, du supplément d'âme, vous savez. La montée de l'extrême droite vient de la pauvreté de la citoyenneté actuelle. Vient de la conviction que quoi qu'on vote, ça ne change rien. Alors autant essayer ceux avec lesquels on n'a jamais essayé, enfin, etc. etc. Lutter contre, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de lutter contre. Hein. Se mobiliser pour quelque chose qui fera que la tentation de l'extrême droite paraîtra parfaitement désuète, ça suppose que nous enrichissions la citoyenneté. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question de
désolée on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des questions, mais on est limité par le temps. Il y a eu pour le moment 2 hommes et une femme. On va laisser. Moi, j'avais juste une question très courte. Excusez-moi, hein, je suis un peu bête. Mais... Si vous avez plus de temps, on peut discuter après. Voilà. On prendra 2 questions, non pas une, puis comme ça. Voilà. Moi, j'ai une question très courte. Est-ce que la prédation du système capitaliste, à vos yeux, permet d'imaginer un monde tel que vous venez de nous le décrire? Est-ce que la prédation qu'on peut même imaginer, ajouter la pédocriminalité de cette façon de penser, peut espérer un jour sortir le citoyen de cette pauvreté de conscience? En tout cas, si on ne le fait pas, ça va être de pire en pire. Donc il y a bien un moment où il faut réagir, non? On ne va pas attendre, fasciné, que le pire arrive, d'accord? En espérant que l'apocalypse soit joyeuse. Il y a bien un moment où le mot central du communisme, c'est responsabilité, ou notre responsabilité. Et je pense que si vous voulez, pour que ce ne soit pas simplement des mots, construire une mobilisation positive pour en finir avec, effectivement, l'entre-soi pédocriminel de la classe dirigeante, ou, c'est pas tout ce que vous voulez, tout ce que vous évoquez, le toujours plus qui nous mène à une impasse écologique, pour moi, s'appuie sur l'aspiration à travailler sur notre déontologie. Il y a une aspiration qui aujourd'hui n'est pas véritablement mobilisée comme le cœur de la sortie de l'impasse dans laquelle nous sommes en train de nous enfermer. Pour moi, une mobilisation ne peut être que positive, que sur des pour. Hein. Et le pour, c'est... Mais j'aspire à contribuer au bien commun, j'aspire à ce que je fais ait du sens. Vous voyez, et plutôt que de le vivre par l'exit, d'accord, comme aujourd'hui le font beaucoup de diplômés, et encore une fois je les salue comme communistes, il s'agit de construire une mobilisation collective, mais à partir d'un affect positif. C'est ça qui pour moi est fondamental, qui est l'affect que nous aspirons tous à contribuer au bien commun, fondamentalement. Mais là, vous trichez. Ouais, un peu. Quelles sont les inspirations chez les jeunes que vous avez aujourd'hui? J'aimerais bien que vous... C'est contradictoire. Hein. Vous avez 6 heures dans des réseaux... Je parle des 17-18 ans, là, je parle à des lycéens de temps en temps, de 16-17 ans. Vous avez 6 heures dans des réseaux sociaux où la fachosphère est omniprésente. Il y a ça aussi. Et vous discutez avec des lycéens qui vont vous dire ah ben moi si j'ai un salaire, si j'ai un salaire à vie, je vais boursicoter. Je vais placer des sous. Vous voyez, oui, il y a un côté un peu emmerdant dans tout ça, d'accord. Il y a bien des jeunes... Et puis des masculinistes. Alors vous avez des garçons de 15 ans aujourd'hui qui sont masculinistes, mais alors, t'es fou. Donc je ne vais pas non plus dire la jeunesse. Il y a tout, d'accord. Mais je constate quand même que majoritairement, ce sont des jeunes qui n'entreprennent, qui font dans la dissidence très positive de ne travailler que selon sa déontologie. Ça, j'en rencontre des quantités. Des quantités, il y en a beaucoup. Il n'y a pas des noms qui vous viennent, qui pourraient inspirer Ce que vous allez faire vous-même, c'est ça qui va en inspirer d'autres. Hein. Prenez le bouquin Dévié de Guillaume Sabin, faites-le venir, tiens. En plus, il est archi sympa. Guillaume Sabin, c'est un ethnologue breton, mais qui est passé à l'acte comme beaucoup. Hein. La thèse d'Aurélien Gabriel Cohen, qui est une thèse à la fois de géographie et d'histoire des sciences, où il montre comment l'agronomie et tout ça a été mobilisé au service de disqualification des savoirs paysans. Lui-même, c'est à la fois un chercheur et en même temps, il est en train de se former à l'élevage des vaches dans le Limousin, d'accord. Énormément de gens sur cette... Alors, encore une fois, cet exit-là ne suffit pas, hein, mais en même temps, pour moi, c'est source d'espoir, d'accord, que
tellement de jeunes aujourd'hui entreprennent de ne vivre que selon leur déontologie. Hein. Guillaume Sabin, il a donc écrit Dévier, hein, qui est la description, c'est un ethnologue, dans les ethnologues ça décrit, hein, mais lui ça réfléchit aussi, ça ne fait pas que décrire, il décrit autour de faire, habiter, prendre soin, la non-division du travail, alors ça ne peut pas être suffisant bien sûr, hein, de collectifs hein, qui à la fois font, habitent et prennent soin. 5 collectifs, aussi bien urbains que ruraux, en Bretagne, qu'il analyse. C'est extrêmement intéressant. Hein. Donc si vous voulez des exemples de gens qui pour moi, sont à l'avant-garde. Alors, à l'avant-garde, je vais supprimer ce mot-là parce que c'est un mot détestable, mais je veux dire qui exprime comment sortir de l'impasse, fait venir Guillaume Sabin. Je ne sais pas si on attend, mais bon, je vais la poser quand même. Ce sera la vraie dernière question par contre. Donc, si j'ai bien compris, vous voulez généraliser le salaire monétaire à ceux qui ne produisent pas de valeur marchande, c'est-à-dire avoir un flux monétaire non conditionnel à une production antérieure de valeur par l'individu qui reçoit le flux monétaire, comme fonctionne un système de cotisation individuelle. Sauf que pour qu'il y ait un flux monétaire, il faut qu'il y ait une création de valeur monétaire. Or, la valeur d'une production n'est évaluée en unité monétaire que si elle est échangée sur le marché contre de la monnaie. Et si la production reste marchande, c'est-à-dire qu'il y a échange de la production, alors se recrée le marché et donc également la concurrence, dans la mesure où la personne produisant pour moins de temps de travail que son voisin finit par accumuler davantage de valeur et peut ensuite améliorer ses propres moyens de production, puis ensuite acheter la valeur de l'apport de travail de son voisin et l'exploiter en ne lui en versant qu'une partie. J'aimerais savoir ce que vous pensez de cette citation de Marx du premier livre du Capital, section 7. Dans la mesure où la production marchande se développe progressivement en production capitaliste, en obéissant à ses propres lois immanentes, ces lois de propriété se renversent en lois de l'appropriation capitaliste. Quelle illusion d'imaginer pouvoir briser le régime du capital en lui appliquant les lois éternelles de la production marchande. Très bien, merci beaucoup. Alors, pour avoir une réponse élaborée à cette question, je vais dire des choses, hein, bien sûr. Je vous renvoie au site de Réseau Salariat, d'accord. Vous avez un groupe thématique de Réseau Salariat sur la monnaie du salaire à vie, ou économie du salaire à vie, je ne sais plus exactement. Et pratiquement tout ce que vous dites là est assumé tout à fait correctement sur ce site. Alors, effectivement, il faut sortir de la logique anticapitaliste mais non communiste qui socialise la valeur déjà produite, d'accord, dans la cotisation. Ça a été un moment, je l'ai suffisamment analysé, j'en suis suffisamment le chantre pour pouvoir dire qu'il faut le dépasser maintenant, d'accord. L'enjeu n'est pas d'augmenter le taux de cotisation, parce qu'augmenter le taux de cotisation, ça veut dire qu'on ne peut distribuer qu'une monnaie correspondant à une valeur déjà produite. Et donc on est dans l'aliénation capitaliste. Commencez par produire de la valeur, et puis vous aurez droit à du salaire. Donc il s'agit bien d'une création monétaire. Alors est-ce que la création, dès lors que est-ce qu'il reste de la monnaie, il y a donc de la marchandise? Pas nécessairement, si la monnaie est réservée aux biens finaux, biens à prix. Mais je vous renvoie encore une fois, pour un exposé beaucoup plus long, hein, aux travaux du groupe thématique de Réseau Salariat sur la question. Mais je pense que vous serez, ça répondra bien à la très grande qualité de votre question. Les échanges entre unités de production peuvent très bien être non monétaires, totalement. Ils le sont déjà très largement, ils le sont sur un mode comptable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'obligation de productivité, hein, qu'il n'y a pas de calcul entre les inputs et l'output. Hein. Mais tout ça n'a pas besoin de monnaie. Hein. Tout ça peut se faire par des procédés comptables et une exigence de tel ou tel ratio comptable. Donc la monnaie ne concerne que les biens à prix qui sont des biens finaux. Et le chiffre d'affaires des entreprises de biens finaux
va à l'Institut d'émission monétaire pour supprimer la monnaie, parce que toute monnaie créée doit être supprimée en fin de cycle. Dans le capitalisme, la monnaie créée est sous forme de prêt, et chaque fois qu'il y a restitution du prêt, il y a suppression de la monnaie. Là, c'est des salaires qui sont avancés, une avancée des salaires, puisque la création monétaire sert à avancer des salaires, exclusivement avancer des salaires, pour acheter des biens à prix qui sont les biens et services finaux, d'accord? Pas tous, une partie est non marchand. Alors, est-ce qu'il relève du marché? On va y venir, justement. Cette logique, qui dit monnaie ne dit pas marchandise nécessairement, c'est ça le point. Enfin, ne dit pas marchandise capitaliste. L'entreprise qui vend les biens à prix va restituer tout son chiffre d'affaires à l'Institut d'émission monétaire, qui ne sera pas un institut, qui ne sera pas une banque centrale, qui sera les assemblées citoyennes de création de la monnaie. Et donc, il ne va pas être en capacité, comme vous le dites très justement, d'exploiter le travail d'autrui, d'acheter je ne sais pas quoi, etc. Pas possible, puisque toute la monnaie est restituée. D'accord ? La monnaie ne sert qu'à la circulation. D'accord ? Les trois fonctions de la monnaie qui vous ont... Moi, j'ai enseigné pendant 30 ans l'économie à l'université, je connais le catéchisme par cœur. D'accord ? Donc, quand vous enseignez les trois fonctions de la monnaie, tout ça, c'est de la merde. D'accord ? Il y a un moment où il faut devenir sérieux. Et donc, là, bien sûr que la monnaie n'aura qu'une fonction de circulation, exclusivement. Est-ce que c'est du marché? C'est précisément, vous pouvez très bien avoir des biens à prix avec une dimension positive du marché qui est la possibilité pour les intéressés de choisir, d'accord, de s'intéresser à tel producteur et pas à tel autre. Le fait de ne pas avoir, je sais pas quoi, moi, un contingent de 5 brioches par semaine. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout, d'accord, d'avoir des contingents qui me seraient affectés. Bon. Donc, mais ce n'est pas la marchandise capitaliste telle que l'analyse magnifiquement Marx. C'est un dispositif dans lequel il n'y a aucune propriété lucrative, dans lequel il n'y a pas de compétition, de concurrence inter-entreprise. Il y a une compétition inter-entreprise. L'entreprise dont les produits ne trouvent aucun acheteur, c'est un échec, évidemment. Et s'il faut qu'il y ait des échecs, enfin, il faut que plus exactement, bien sûr qu'il faut qu'il y ait. Mais vous voyez que c'est une situation d'échec qui ne va pas se traduire par la perte de l'entreprise, puisque le collectif de travail de l'entreprise n'est pas propriétaire patrimonial de l'entreprise, d'accord? Donc ça ne va pas entraîner une perte de l'outil. Et ça ne va pas entraîner pour les travailleurs en échec, toutes nos vies connaissent des échecs, ça ne va pas entraîner la double peine du chômage, etc., puisqu'on est titulaire de son salaire. Donc on reste dans la citoyenneté complètement, bien qu'on ait échoué dans la production. Donc moi je pense important qu'il y ait, même qu'en matière de recherche, moi j'ai passé mon temps à être en compétition avec d'autres collègues. C'était pas de la concurrence du tout, parce qu'il n'y avait pas d'ANR, d'accord? Il n'y avait pas eu le rapport, dites-moi le nom du connard qui vient d'avoir le prix Nobel d'économie, parce qu'il est français. Pardon? Guillaume. Oh, si vous voulez vous marrer, écoutez les 2h30 d'Aguillon à voix nue, vous voyez, sur France Culture. Vous avez des podcasts qui s'appellent À voix nue, d'accord? C'est 5 entretiens d'une demi-heure, d'accord, qui passent à la radio le soir, je ne sais plus qu'entre 7h30 et 8h, mais que vous avez en podcast. Pour avoir le contentement de soi d'un imbécile, écoutez Aguillon, c'est vraiment... Donc,
Alors, on n'est pas avant Aguillon a fait un mal fou, d'accord, avec l'ANR, la fin du financement structurel du CNRS, enfin, etc. On domestique, hein, les appels d'offres, c'est un instrument de domestication. Il faut supprimer tout appel d'offres, évidemment. Tout ça doit être supprimé. Vous voyez, mais vous voyez comment... Mais moi, j'ai vécu pendant 40 ans de la recherche sans appel d'offres, précisément, sans chef, etc. Avec des responsables, bien sûr, des responsables élus, on l'était tous pendant 3-4 ans, les uns après les autres, d'accord? Parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui ait la responsabilité de faire en sorte que les décisions collectives soient effectivement assumées. Ça, c'est sûr. Mais il faut que ça tourne, ça. Que ce soit électif, bien sûr. Mais ça suppose évidemment une école qui nous socialise à la responsabilité, hein, bien sûr, hein, pas à la compétition sur les bonnes filières qui vont nous permettre d'intégrer Supélec, d'accord? La question est... enfin, ça suppose une toute autre socialisation primaire. Enfin, pour moi, tout ça est magnifique comme projet. Enfin, vive le communisme. Merci beaucoup.